Après la pause pour le journal, on retrouve nos chers invités pour la suite de l'émission Regard croisé. Vous êtes toujours sur Néo Info. Kwame Via Clessor, ils sont consultants et coachs en entrepreneuriat et en politique. Justin Anani, il est journaliste, analyste politique. Et puis Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. On était en Afrique ou bien en Tunisie, on parlait de comment réintégrer les migrants rapatriés de la Tunisie. Une minute et on retrouve. Une minute, vous donnez ça, Justin. Vous voyez, quand vous sillonnez par exemple le Togo, vous ne verrez pas un centre d'accueil pour les Togolais en difficulté quand ils reviennent dans leur pays. Ça n'existe pas. Normalement, on devait avoir chaque région. On connaît chaque région avec les côtés économiques où on devait le faire. Quand il y a ce genre de problème, on le fait. Vous allez voir même les formations qu'on est en train de faire aux gens. Ce ne sont pas des formations qui sont supposées de faire gagner de l'argent aux gens. On le fait juste parce qu'il y a un programme que les Nations Unies a financé et on veut seulement libérer. Il n'y a rien de tout ça là. Quand vous allez voir les écoles avec des salaires mirobolants, quand ils sortent, il n'y a rien du tout qui est concrètement faisant. Les États africains n'ont rien de concret par rapport à la survie des étudiants ou aux diplômes, aux sorties des écoles. Donc c'est ça qui crée ce problème. Si actuellement vous dépassez TV, vous allez voir tout les terres vides jusqu'en allant. Vous voyez, il n'y a pas de mécanismes où les gens peuvent mettre en valeur. Ce n'est pas que l'agriculture. Moi, je ne vais pas aller là-dessus, mais chaque domaine, il y a des gens qui ont fait des formations à comment faire le tour de central. C'est ça que Enam, non. Les gens ont fini, ils ont eu le diplôme d'infirmier, mais ils sont à la maison. Au moment où vous êtes dans nos fermes, il n'y a qu'un aide-soignant ou bien un agent de santé, et dans tout un bâtiment, ils ne font rien du tout. Donc je me demande à quelle fin. C'est normal que les Tunisiens agissent comme ça avec nous. Donc nos États n'ont qu'à repenser maintenant. Et il y a des formations, il faut qu'il y ait des adéquations, formation, emploi, et il y a réadaptation des choses. Une seule personne ne peut pas occuper deux postes où le salaire a d'un million. Il faut que quelqu'un d'autre occupe l'autre poste et que le chômage puisse se régler. Vous voyez, il y a au moins 3-4 ministres au Togo qui font accumulation de postes. Ils sont ministres et directeurs à la fois. Ce n'est pas normal. Il faudrait que ça change. C'est la vraie réintégration, c'est ça. Sans ça, les jeunes vont fuir encore. Justin Anani, oui, je partage seulement. J'aimerais quand même revenir sur un aspect qui est d'ordre historique, mais qui est fondamental dans tout ce qui se passe en Tunisie. Et nous l'avons tous appris. L'histoire des Berbères. Ce sont nos propres parents qui vendaient leurs frères à ces Berbères-là. Et c'est ce qui a créé la suprématie de ces pays arabes-là, de ces Arabes-là, de l'Afrique du Nord, sur nous les Noirs. Et ils ne nous considèrent pas. Et il va même sans dire qu'ils ne se considèrent même pas comme Africains. Moi, aujourd'hui, je me dis... On a vu beaucoup de sorties qui l'ont prouvé. Ah oui. Donc, il revient aujourd'hui à eux de clarifier leur position. Soit ils quittent l'Union africaine, et qu'on sache que ces pays-là ne font pas partie de l'Union africaine. Et ils ont tenté même de quitter, non? Il y a la Mauritanie qui a quitté la CEDEAO, à cause de l'Union arabe, non? Voilà, ils n'ont qu'à quitter et qu'on redéfinisse maintenant les cartes. Qu'on sache qui est qui. C'est là de renvoyer les Tunisiens chez nous, on les renvoie aussi. Comme ça, nos frères qui sont partis là, qu'on arrive à trouver des mécanismes pour les réintégrer maintenant sur le continent, au niveau de l'Afrique des Noirs. En dehors de ça, nos frères qui sont partis à l'étranger étudier, qu'on arrive à poser une politique réelle par rapport à ce qu'ils ont appris, par rapport à leurs compétences, qu'ils soient maintenant intégrés dans nos pays respectifs. Je pense qu'en le faisant, progressivement, on va essayer de diminuer tant soit peu ces histoires d'immigration. Parce que, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, quand il est question maintenant de s'expatrier peut-être aux États-Unis ou au Canada, vous voyez l'engouement des jeunes, parce que, après les études, on ne trouve pas à faire ici. On n'est pas en mesure d'assurer le lendemain même de la famille. À partir de ce moment-là, on peut tenter de quitter. Donc je dis, la balle est aujourd'hui dans le camp des gouvernants. Les gouvernants, moi je les interpelle toujours. Parce que le rôle des gouvernants, ce n'est pas d'être là et s'enrichir. Être milliardaire ou non, je ne pense pas. C'est de veiller au bien-être des populations. C'est leur mission première. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'ils doivent revoir leur copie. Faire en sorte que, progressivement, qu'on puisse intégrer la notion de la démocratie, la reddition des comptes, éviter la corruption, la bonne gestion, la bonne gouvernance, l'état de droit, la démocratie. Si on arrive à poser ces bases-là, moi je pense que dans nos États, nous n'aurons pas plus à avoir des problèmes. Nous ne connaîtrons plus les coups d'État militaires. Et c'est tellement que nous n'allons plus connaître les coups d'État constitutionnels ou institutionnels que nous avons l'habitude de connaître. Ce sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés qui sont des problèmes réels. Si on arrive à trouver des solutions à ces problèmes-là, je pense qu'on peut vivre tranquillement chez nous. Nous sommes des Noirs, nous avons la peau noire, nous sommes fiers d'être.
comme un artiste l'a dit, et je suis à Kabalaka, bon, la vie continue, quoi. Il ne faut pas que quelqu'un qui se considère comme il est blanc, il a la peau blanche, parce que moi je suis noir, qu'il est plus supérieur par rapport à moi. Non. Allez, je voulais placer un mot. C'est pour dire que ce qui se passe actuellement en Tunisie, nous avons tendance à opposer deux races, c'est-à-dire que les Noirs et les Arabes. Mais il y a pire. Dans les pays subsahariens, quand vous prenez un peu l'immigration en Guinée équatoriale, au Gabon, mais ce qui se passe là-bas en Afrique du Sud, et même dans un passé récent, même en Côte d'Ivoire. Donc il y a nos propres frères, même les Noirs, qui s'en prennent à leurs propres frères noirs sur des considérations que je ne saurais vraiment accepter. C'est inacceptable. Donc tout de suite, c'est parce que c'est la race blanche, c'est-à-dire les Tunisiens blancs, et que nous commençons déjà par nous agiter. Je pense que il va falloir aussi qu'on se remette aussi en cause. C'est un problème global. C'est un problème global. Nous-mêmes subsahariens, nous devons nous remettre en cause sur un certain nombre de pratiques. Et moi, je me dis que ça doit passer aussi par les chefs d'État qui doivent être beaucoup plus conséquents envers eux en matière de politique tu as oublié même de dire que c'est le Togolais qui est victimisé dans toute l'Afrique, même partout. Le Togolais, bon, mais quand ils viennent, on les reçoit, mais on maltraite nos sorts, que ce soit au Niger, au Mali. Nos frères sont maltraités. Il y a de ces situations. Alors que nous sommes accueillants chez nous. On n'a jamais fait mal à l'étranger. Il y a de ces situations. Et là, les Togolais, moi plutôt, je jette des fleurs aux autorités togolaises parce que les autorités togolaises font un effort pour qu'il y ait la stabilité, qu'il n'y ait pas des histoires de xénophobie, des histoires de lutte raciale. Donc, les Togolais ont mis en place des politiques qui font que tout le monde se sent protégé dans le pays. Et ça, je pense que si les autres dirigeants aussi, des autres pays aussi, intégraient cette approche aussi dans leur politique, je pense que les Africains allaient être libres partout où ils vont en Afrique. Et ça, c'est, je pense que l'exhortation que nous devons faire au niveau des instances plus supérieures, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, de tout faire en sorte que les présidents, les chefs d'État de l'Union africaine puissent aussi, dans leur approche, intégrer le volet intégration. Il y en a, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et protéger aussi les populations. Lorsque des gens sont en situation irrégulière, il y a des mécanismes pour pouvoir les rapatrier. Il y a l'Organisation internationale de la migration qui s'occupe de c'est mieux que de les tabasser, de les tuer. Puis actuellement en Tunisie, les informations qui nous parviennent de Tunis, c'est qu'il y a même une milice constituée de Tunisiens qui sont en train de se livrer à des exactions. Et il y a même des subsahariens qui sont arrêtés dans la rue comme ça. On dénonce même la police vient arrêter les gens. On ne fait que les emprisonner et aller voir les conditions dans lesquelles nos frères-là sont, disons, traités, les conditions dans lesquelles ces frères-là sont mis dans les lieux de détention là-bas. Donc c'est tout un problème, disons, c'est un problème très sérieux. Il va falloir que les dirigeants africains, à leur niveau, chacun à son niveau, activent peut-être les câbles diplomatiques pour que le président tunisien revienne à de meilleurs sentiments. Puisque aujourd'hui, quand vous voyez un peu, on sent quand même qu'il y a un travail qui est fait au niveau de l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, le langage a semblé changer à Tunis. Parce qu'aujourd'hui, on parle de régularisation des immigrés clandestins. On dit aussi qu'on va voir dans quelle mesure on peut attribuer des cartes de séjour annuelles aux étudiants qui se sont identifiés. Mais les traces sont toujours là. Oui, mais c'est que fondamentalement, c'est que l'arabe n'aime pas le noir. Nous sommes... Vraiment, c'est des propos que nous ne devons pas tenir, mais nous sommes obligés, face à la réalité, de dire que c'est ce qui se passe. Et ça crée un sérieux problème. Et je pense que nous, les autres aussi, nous qui sommes de la peau noire, nous devons faire aussi un effort pour pouvoir nous imposer. Et surtout, ne pas créer des situations aussi qui peuvent amener les gens à s'en prendre à nous. Parce que quand vous prenez un peu les actes de criminalité, les actes de vol, les actes de choses qui frisent la bienséance, il y a beaucoup d'immigrés africains qui sont impliqués dans ces actes, que ce soit à Tunis, que ce soit au Maroc, que ce soit dans certains États maghrébins plutôt. On voit parfois les traces
des immigrés là dans des actes dans les forfaitures, hein, dans le petit vol et tout ça là, dans le trafic même des stupéfiants, tout ça, on voit nos frères là-bas. Donc ça fait que parfois les Arabes se disent que originellement eux ils ne sont pas tournés vers ces activités. Ils ne sont pas tournés vers ces activités de banditisme et autres. Alors qu'en réalité, quand on parle de trafic et tout ça là, ce sont eux-mêmes, les Arabes, les passeurs et tout ça là, qui les organisent. Mais quand il s'agit de prendre maintenant les coups quand on veut prendre les gens dans les Noirs qu'on trouve, parce que habituellement ils n'ont pas des gens qui les protègent, ils ne font pas partie d'un cartel beaucoup plus sophistiqué, de manière à ce que lorsqu'on veut mettre la main sur les réseaux, ils arrivent peut-être à faufiler. Vous comprenez? Une dernière réaction sur dans le cas ce sujet. Non, j'ai une petite réaction. Dans le cas d'espèce, il y a un discours haineux qui a activé le feu. Et c'est le discours tenu par le président tunisien. Oui, Kais Saied. Et j'ai fait remarquer tout à l'heure que dans leur entendement, dans leur considération vis-à-vis des Noirs, ils estimaient que leurs parents avaient acheté les Noirs. Et les Noirs même qui constituaient le bourreau même pour leurs propres frères. À partir de ce moment, nous n'avons pas de considération vis-à-vis de ces Arabes-là. Mais quand on prend des gros bandits, des gros trafiquants, allez dans nos prisons, allez à Cotonou, allez à la prison civile de Lomé ici, allez au Ghana. Ils sont dans les réseaux. Les trafiquants qui vendent des diamants, qui vendent de la drogue, tout, ce sont eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver à retrouver la considération? Je pense que c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que le débat doit être mené. C'est vrai que quand vous allez aujourd'hui en Guinée équatoriale, il y a des moments, les Guinéens équatoriens sont des Noirs, mais règlent des comptes à leurs propres frères noirs, parce qu'ils sont immigrés. Pas les migrés, parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas les Guinéens équatoriens. Que ce soit vous êtes Camerounais, vous êtes Nigérien, vous êtes Togolais, Ghanéen, vous allez avoir votre compte. Les gens sont dépouillés. En Afrique du Sud, j'ai fait cas également. Ce qui s'est passé en 1974 au Ghana. Oui. Ce qui s'est passé dans cette histoire d'Agégué au Nigeria. On a renvoyé les gens dans les années 80. Vous vous en souvenez? Donc, c'est pour dire qu'en réalité, on parle de l'intégration africaine. Mais quelles sont les bases réelles qui sont posées vis-à-vis de ces intégrations-là? Je pense que le débat doit être mené aujourd'hui vis-à-vis des premiers concernés, les gouvernants, pour faire en sorte qu'on puisse quand même définir clairement qui fait quoi, quelles considérations donner à qui et à quel endroit. En le faisant, je pense qu'on se rassure. Ne pas le faire, ceux qui sont en dehors de la Méditerranée là-bas ne vont pas nous considérer. Aujourd'hui, je discutais avec un ami qui est revenu de la diaspora la fois dernière, mais il m'a dit, quand vous rentrez aujourd'hui dans la ville de Lyon en France, vous allez croire que vous êtes dans un pays arabe. Vous allez aujourd'hui à Marseille, il y a Marseille, plusieurs banlieues aujourd'hui à Paris. Les Saint-Étienne, voilà, ils ont tout pris. Ils ont tout pris, voilà. Pourquoi je dis que c'est eux qui crient, voilà, qu'on les titille un peu là-bas. On les titille, maintenant ils crient aujourd'hui qu'il y a des migrés chez eux, ils sont dans une situation irrégulière, patati patata, il faut leur régler les comptes. Moi je pense que c'est un faux problème. Je pense que la communauté internationale, en dehors même de l'Union africaine, doit nommément condamner ce discours de Saïd, parce que nous ne sommes pas dans une époque on doit tenir ce genre de discours. Parce qu'en le faisant, nous tenterons aussi de tenir ce genre de discours chez nous et régler les comptes. C'est pas bien. La réciprocité, c'est pas une bonne chose. On est déjà en retard, mais bon. La semaine là, je pense que j'ai suivi Emmanuel Macron faire une déclaration et je pense que Tshisekedi ou un président, le président lui répondait. Ça m'étonne qu'il a pu répondre à Emmanuel Macron. Mais que ça, il n'a rien dit au sujet de Tunisie. Or, la fois que Emmanuel Macron a fait qui me plaît, il dit que quand vous êtes irresponsable, incapable de faire des choses vous-même, ne nous accusez pas de l'avoir pas à votre place. Voilà. C'est pour dire que on n'a pas dit qu'en Afrique, on a déjà évoqué que nous Noirs, on fait ça entre nous Noirs même, et que ce n'est pas bien, on condamne. Côté tunisien, on dit que c'est la goutte qui déborde le vase, c'est ce qu'on vient de dire. Donc ça voudrait dire que nous voudrons qu'il y ait des réparations, parce que quand vous lisez la charte des Nations Unies, la charte africaine des droits de l'homme et consorts, on a dit que nous sommes tous dans un même espace et qu'on devait faire intégration. C'est déjà inscrit là-bas. C'est pour vous les Ghanéens venir payer les terrains ici au Togo. Vous allez voir les gens chercher, mais le Togo n'a pas la même attitude quand le Togo veut payer d'autres pays. C'est grave. Je vous ai dit, au Niger ici, nos sœurs disent qu'on les maltraite, mais puis s'il n'y a pas consulat ni ambassade du Togo là-bas, quand ils vont même au commissariat, même le Nigérien supporte l'autre qui est en tort par rapport au Togo. Donc c'est ce que nous avons condamné. Mais ici, disons que nos chefs d'État doivent faire un discours unique et uniforme en l'envers de ce. S'il faut que
on enlève la Tunisie de l'Union africaine pour le moment, juste pour sanctions, qu'on le fasse. Parce que, imagine que le Togo s'embrase, le Ghana s'embrase et tout le monde s'embrase. Ça devrait être invivable pour tout le monde. Parce que nous, on nous a éduqués bien à recevoir les étrangers, on le fait. Mais quand le Togolais aussi veut se fâcher, tu vas regretter de lui avoir fait ça. Donc il faudrait que ça nous... rembourse des années. On rembourse. Le Togolais n'est pas rancunier, mais c'est quand il se lève, c'est comme si il agit à tue-tête. Donc on comprend que ces étrangers, nous les traitons bien chez nous, la responsabilité doit être de mise. C'est tout ce qu'on demande. Donc que nos dirigeants essaient dans leurs accords dit aux diplômats étrangers que il faudrait que vous aussi fassiez effort, que ça. Sinon, le discours d'un président, moi je sais que le manuel de la diplomatie, il n'y a pas les discours haineux qui viennent d'un président. Ça ne se fait jamais. Alors, si vous le permettez, on va filer aussi à Yaoundé, au Cameroun, où l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Béliga a été inculpé pour complicité de torture par aide et envoyé à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du confrère Martinez Zogo. Le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a donc inculpé ce samedi au petit matin plusieurs personnalités de premier plan du pays dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Arsène Salomo Mbani Zogo, dit Martinez Zogo. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de l'inculpation-là, l'enquête avance? Oui, c'est parce qu'il y a des éléments probants qui amènent vers cet homme d'affaires sulfureux, il faut l'ajouter, que la justice a décidé de délivrer un mandat de dépôt à l'endroit de ce milliardaire-là, qu'on estime être impliqué dans les affaires concernant l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Et aussi, il faut en même temps comprendre que au lendemain de cet acte ignoble, commis très ignoble commis sur le confrère, beaucoup de voix se sont levées. On peut parler même au niveau même des chancelleries, l'ambassade des États-Unis au Cameroun, la délégation de l'Union européenne et sans oublier les ONG de défense des libertés d'expression et de la presse sont montés au créneau pour demander à ce qu'il y ait une enquête sérieuse pour pouvoir identifier les auteurs de ce crime barbare. Et je pense que c'est au lendemain de ces, en tout cas, demandes, de ces appels à ce que justice soit faite à notre confrère Martinez Zogo, que les autorités de ce pays ont commencé par mettre le grappin sur les complices ou bien les supposés auteurs de cet acte ignoble. Et donc, dans les recherches, dans l'investigation, le nom de ce milliardaire-là revenait. Et finalement, puisque c'est un homme aussi du sérail, qui se croit intouchable et tout ça là, mais du moment où il y a eu une forte implication du numéro 1 du pays, je veux parler de Paul Biya, et surtout qui affichait une ferme volonté de traquer tous ceux qui sont impliqués dans le meurtre de ce journaliste. Donc ça a donné vraiment lieu cours aux institutions de ce pays et le travail a été fait finalement. Le Amougou Béliga, comme on le dit, et qui se croyait intouchable, a été cueilli. Il a été touché. Il a été touché. Et donc, dans la loi camerounaise, on n'appréhende pas les gens la nuit. Donc, c'est au petit matin, à l'heure du lait, qu'on est allé. Et il a d'abord, dans un premier temps, refusé d'ouvrir la porte. Il a ouvert. Ah oui, mais il était dur parce qu'il se croyait intouchable et tout ça. Là. Mais finalement, comme l'ordre vient d'en haut, donc personne ne peut aller à l'encontre de ces ordres. Donc ils ont fracassé la porte, ils l'ont cueilli et ils l'ont amené. Après investigation, donc il a été formellement inculpé et placé maintenant en détention. Voilà, grosso modo, ce qui se passe au Cameroun actuellement. Vous le permettez, on va marquer la dernière pause. On revient pour parler de cette affaire et puis parler en même temps du Togo.